Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour une troisième virée dans les demeures de l'épouvante, seconde édition. Qui dit troisième virée dit troisième scénario, intitulé Les liens brisés. Et juste avant de partir pour ce scénario Les liens brisés, viendez les amis, viendez voir ce qui se passe. Ma collection. Alors pour ceux qui... je vais faire en audio description pour ceux qui ne distinguent pas trop les couleurs, c'est presque mon cas. On a les demeures d'épouvante seconde édition bien sûr. Nous avons ajouté par-delà le seuil. Vous voyez, le cadre est vert contrairement aux autres cadres qui sont rouges quand on ne possède pas les extensions. Par-delà le seuil vient s'incorporer là-dedans, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le sanctuaire du crépuscule. Par-delà le seuil, pour rappel, 2 scénars en plus, 2 persos en plus, Akashi Oniele, la chamane, et Wilson Richards, l'homme à tout faire. Nous pourrions rencontrer des tralls aussi. Des tuiles de plateau en plus, des scénars, mais ça on verra plus tard. Et quant au sanctuaire du crépuscule, c'est à peu près pareil, donc ça équivaut aux 2 extensions, les petites extensions. Des tuiles de plateau en plus, les spectres en plus, peut-être que nous rencontrerons des spectres. Donc 2 scénars aussi, et Lily Chen, qui est l'experte en arts martiaux, me semble-t-il, et Charlie Kane, le politicien. Nous en parlerons tout à l'heure de Charlie Kane. Et donc là, ça veut dire que peut-être le scénario ne ressemblera pas à votre scénario chez vous si vous y avez joué avec uniquement la boîte de départ, mais peut-être qu'elle ressemblera quand même. Vraiment, allez, on va tout dire. On a joué à un scénario de DLC il y a pas longtemps avec les copains, et avec les 2 extensions déjà, que je viens de vous mentionner, dans la partie. Et en fait, non. Pendant tout le scénario, on a eu que du matériel de la boîte de départ. Il n'y a pas eu de tuiles d'une des 2 extensions que je viens de vous montrer. Donc c'est vraiment... c'est du random, c'est purement aléatoire. On ne sait pas là où nous allons. Pour mieux savoir, allons-y. Nouvelle partie. Allons-y. Non, le chat disparu. On était déjà sur le scénario. Donc on a déjà joué sur la chaîne le cycle de l'éternité pour commencer, suivi du cauchemar d'Innsmouth avec la fameuse foule. La foule qui nous poursuit toujours, qui a plein de points de vie. Nous partons pour les liens brisés, qui est le scénario le plus difficile de la boîte de base. Parce qu'on voit que le scénario numéro 4, lui, même si la durée est très longue, durée de partie estimée, il n'est noté que 3 signes des anciens sur 5 en termes de difficulté. Le lien brisé, là, nous sommes sur du 5 sur 5, pour une durée plus courte. Les liens brisés, après des vacances en famille dans les îles du Sud, Grace Beckman, une ancienne associée, vous appelle à l'aide. Une chose terrible traque sa famille. Vous devez renouer les liens brisés qui protégeaient autrefois le monde et préserver la famille Beckman de l'épouvantable destin qui l'attend. Une ancienne associée de qui? Une ancienne associée du millionnaire Preston Fairmont. Hop, qui jouera? C'est son ancien associé. Bien sûr, c'est un millionnaire, sens des affaires, ça va généralement avec. À moins d'avoir gagné à l'euro-million ou un autre truc à la con comme ça, ça va avec. Nous avons... Alors ça tombe bien parce que pour l'histoire de notre scénario, Preston Fairmont, ça s'est fait un petit peu comme ça dans l'urgence, vite il doit aller aider son ancien associé. Sauf qu'il était en réunion avec un politicien, Charlie Kane, qui lui, alors je sais pas trop de quoi ils discutaient, parce que je suis pas rentré, j'étais pas là au moment où ils discutaient ensemble, je ne suis que la main qui fait agir chaque personnage. Donc ils discutaient ensemble, alors peut-être que c'était une question de financement pour une campagne électorale, peut-être que c'était de la magouille. En fait, je viens de dire la même chose 2 fois là. Bon, bref, il parlait à faire. Il parlait à faire, et ça allait aider les 2 parties. Carson Sinclair, le majordome, bien sûr, qui accompagne invariablement notre millionnaire préféré. Et puis, pareil, Charlie Kane, il n'est pas venu seul, il est venu avec son homme à tout faire, Wilson Richards. Donc là, nous partons sur ce casting. Un casting testostéroné à 100%. Encore que quand on voit les têtes, on se demande vraiment. Et puis, on va essayer comme ça. On est parti pour raconter une histoire. On a commencé, on verra après ce que le jeu nous proposera. Nous avons cet objet, et là ça fait plaisir, parce que je vois une tenue de soirée du coin de l'œil.
Eh ben c'est parfait, la tenue de soirée c'est un objet qui est pas dans le set de base, donc ça veut dire qu'effectivement il va s'amuser avec différents éléments. Chaque investigateur commence avec un indice, donc je vais bien sûr aller chercher tous ces petits objets, mais avant ça, on présente les personnages qui seront de la fête. Le millionnaire, Preston Fairmont. Alors vous allez voir que c'est pas extrêmement varié, on a 3 persos avec 8 de santé et 6 de santé mentale, en réserve maximale. Seul Charlie Kane, lui, a un peu des stats inverses. C'est même pire qu'inverse, il a 5 en santé physique et 9 en santé mentale. Donc ça sera, en gros, ça sera un peu notre sorcier du groupe pour cette partie. En termes, je vais lire après les capacités d'action. Je vous épargne les histoires derrière. En fait, je vous ai déjà raconté l'histoire, là, en introduction. Et vite fait, Preston, lui, force 4, agilité 4, observation 3, savoir 2, influence 5, volonté 3. C'est marrant parce que c'est un millionnaire qui est pas très érudit. En savoir 2, c'est étonnant. Influence, par contre, c'est fort. D'ailleurs, Charlie Kane, le politicien, ça va être à peu près pareil niveau influence, il a 5. Force 3, agilité 2, donc c'est un gros balourd, très clairement. On le voit, sa stature. Observation 4, savoir 3, donc influence 5, je l'avais déjà dit. Et volonté 4. Alors, il a la volonté de diriger, d'être un gagnant sur la scène politique. Carson Sinclair, le majordome, force 3, agilité 2, donc c'est un peu comme Charlie Kane, hein, il se renvoie la balle là-dessus, c'est pas eux qui vont faire les meilleurs tests d'agilité durant la partie. Observation 5, il a l'œil partout, ce majordome. Savoir 4, il a 2 fois plus de connaissances que son employeur. Influence 4, volonté 3. Et Wilson Richards, l'homme à tout faire, lui, ce sera force brute, force 5, c'est lui le gars qui pète des gueules. Agilité 4, observation 3, savoir 2, bah, il pète des gueules, hein, on peut pas tout faire, il peut pas péter des gueules et en même temps aller sur Wikipédia pour apprendre des choses. Influence 4, volonté 3. On notera quand même la grosse force de l'équipe, c'est l'influence. C'est peut-être la stat qui sert le moins dans le jeu la plupart du temps. C'est ok si ça marche quand on croise des petits PNJ par-ci par-là, quand c'est pas des PNJ qui se transforment en cultistes ou quelque chose du genre. Mais à côté de ça, bon la force on est plutôt bien, 5-4, 3-3, ouais, c'est moyen bien. L'agilité 4-2, 4-2, donc c'est soit vraiment mauvais, soit passable, hein. Enfin passable bien, quand c'est bien. Et après l'observation, 3-3, 4-5, ça passe. Globalement, il n'y a pas de milieu dans lequel on pêche vraiment. Le savoir, on est peut-être un tout petit peu en dessous, parce que 2, 2, 3, 4. L'influence, on l'a dit, on est bien. Et la volonté c'est vraiment moyen. 3, 3, 3, 4, c'est moyen. Maintenant, au niveau des capacités, donc Preston Fairmont, une fois par manche, quand il gagne un objet, il a le droit de retourner face cachée une horreur, ou de défausser une horreur qui est face cachée. Ok, très bien. C'est marrant parce que la toute première fois que j'ai découvert le jeu, et quand j'ai commencé une partie solo, alors c'est pas celle que j'avais filmée pour YouTube, j'en avais essayé une un petit peu avant. Le premier perso que j'ai voulu jouer, c'était Preston Fairmont. Et finalement, j'avais trouvé que son pouvoir était pas si fort que ça. Ce qui m'avait moins donné envie de jouer derrière. Mais au final, on s'en fout, on raconte des histoires. C'est pas très très grave. Charlie Kane, le politicien, lui, tant qu'il est à portée d'un individu. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un individu. Alors ça peut être un copain, ça peut limite être, on va dire un PNJ. Je pense pas qu'un monstre soit vraiment considéré comme un individu, quoique, en termes de sémantique, pourquoi pas. Mais vous pouvez convertir un résultat de loop en succès. Capacité ne peut être activée qu'une seule fois par tour. Par test, pardon. Donc ça pas mal, parce qu'il y a souvent des individus qui rôdent quand même dans le jeu. Surtout quand on joue avec 4 personnages. Carson Sinclair, le majordome, donc lui, on le connaissait déjà, on l'avait vu sur la dernière fournée. Donc le scénario, j'ai déjà oublié le nom, mais le scénario numéro 2, celui qu'on a joué juste avant. Pour une action, un autre investigateur situé à portée a le droit d'effectuer une action. Activer cette capacité une fois par round seulement. Donc simplement, il offre une de ses actions à quelqu'un d'autre, qui est à portée. Et Wilson Richards, lui, après avoir résolu un test d'horreur, devenait concentré. Qu'est-ce que la concentration? La concentration, c'est ça. Donc c'est un état qui va rester. Voilà. On ne peut avoir qu'une seule concentration à la fois, bien entendu. Et quand on le souhaite, on a le droit de défausser la concentration, on l'utilise pour remplacer toutes les loupes en succès lorsqu'on résout le test qu'on est en train de faire. Donc c'est pas mal, hein, en gros.
Voilà, dès qu'il y a de la bestiole, on est concentré et on pourra plus facilement lui péter la gueule. Grosso modo, c'est comme ça qu'il faut le traduire. Voilà, en ce qui concerne les persos, je vais faire un petit point aussi sur un aspect pour cette partie. Je vais expérimenter, alors je l'ai déjà expérimenté sur une partie avec des copains. On va le refaire ici avec vous, et je vais vous proposer une alternative au décompte de blessures et de santé mentale. Le principe de cette règle alternative à la mode Gravaillon, c'est déjà c'est de rendre le moment on subit des dégâts, on subit des horreurs beaucoup plus fluide, moins lourdeau, parce que c'est toujours un peu lourdeau, lourdingue, c'est un peu chiant. Donc là, j'ai pris les tokens de Horror Arkham 2ème édition, et selon Gravaillon, la méthode qu'on peut tester, c'est de simplement, on prend un dégât, ok, on prend un dégât, paf. On prend une horreur, on subit une horreur, ok. Mais pas de carte. Ah bon, pour l'instant, on joue qu'avec les tokens, donc bien sûr, ça va rendre le jeu un petit peu plus facile au début, tant qu'on n'est pas fou ni blessé, ça va rendre le jeu un peu plus simple. Et puis, une fois que, bah, paf, ça y est, voilà, j'ai pris assez de dégâts, je deviens donc blessé. Ok, hein, on va suivre la règle. Donc ça s'applique toujours, hein, la blessure va bien sûr s'appliquer. On revient sur le... Quand on est blessé, on récupère ses points de vie. Bien sûr, si on repère tout, on est mort, ça change pas non plus. À partir du moment où je suis blessé avec Charlie Kane, par exemple, parce que là j'ai pris l'exemple de Charlie Kane, à chaque blessure, je perds un point de vie, toujours, mais je vais tirer une carte aussi. Alors si c'est une lésion mineure, ou en tout cas une carte qui me dit de base pas d'effet supplémentaire, retourner face cachée cette carte, je la dégagerai, la mettrai en dessous, ça a peu d'importance. Si par contre je tombe sur des cartes qui, voilà, par exemple un tympan perforé, garder face visible, lancez un dé de moins lorsque vous résolvez un test d'agilité, et bien là je garderai mon tympan perforé, et c'est tout. Donc là, mais par contre, la carte n'est pas considérée comme une blessure en plus. C'est vraiment un effet qui va être permanent, etc. etc. Alors ça, si j'ai des possibilités d'utiliser des effets qui me font défausser des cartes qui sont face visible, et bah tant mieux. Si j'ai des effets qui me font retourner des cartes face visible en cachet, bah c'est pareil, hein. Paf, c'est caché, donc c'est annulé. Voilà comment on va le jouer. Donc c'est vraiment pour adoucir le début de partie et adoucir dans un sens voilà, cette gestion de points de vie, franchement. C'est vraiment lourdeau. Maintenant, reste à savoir est-ce que j'aurais vraiment envie de jouer les folies. Ah, pareil, un même système pour la folie, hein, selon la proposition de notre copain Gravaillon. On joue la folie de la même manière, c'est-à-dire qu'une fois que tous les points d'horreur sont partis, on tire une folie, et puis on revient avec les points de santé mentale max, et là ça repart dès qu'on prend, quand on est fou, dès qu'on perd une santé mentale, là ok, on tire aussi une carte, si c'est un choc mineur, bah ça dégage, si c'est quelque chose de persistant, et bah ça persiste. Voilà, c'est comme ça qu'on va la jouer pour cette partie, ça sera une expérience. Alors, les puristes me diront peut-être, bah oui, mais attends, le jeu est balancé de cette manière-là, si tu pars comme ça va un petit peu le déséquilibrer. Ouais, et alors? Clairement, ce à quoi je répondrai, oui, et alors? On s'en fout. Le but, c'est de se faire plaisir. Moi, j'estime que mon plaisir de jeu se perd un petit peu avec le système des blessures comme ça, des dégâts qui est un peu lourdingue. Je prends plus de plaisir, quitte à rendre le jeu un petit peu plus facile, je prends plus de plaisir en jouant avec une alternative qui rend la partie plus fluide. Donc ça ne me dérange pas. D'autant plus que le jeu, de toute façon, n'est pas équilibré. À partir du moment où vous avez un... Bon, déjà, je parle même pas de l'aléatoire, hein, les monstres qui apparaissent pas, en fonction des lieux, etc., selon les parties. Déjà, il y a une petite dose quand même d'aléatoire là-dedans. Et puis, pas que les personnages, rien que les personnages, ils sont pas équilibrés, on est d'accord. On va prendre Rita Young, la tête qui bouge de 3 cases à chaque fois, bah c'est tout le temps balèze, c'est tout le temps utile. Alors qu'on va prendre un personnage qui va plutôt chercher le combat, on va prendre par exemple Wilson Richards, ou la petite experte en arts martiaux, qu'on verra dans une partie à mon avis ultérieure, c'est pareil, c'est très axé combat. Sauf que si vous tombez sur un scénario où il n'y a pas de monstre, parce que c'est très axé enquête, investigation,
Vous faites quoi? Eh ben vous pleurez, vous êtes deck parce que vous avez sorti un perso qui était franchement taillé pour le combat et vous n'avez pas de combat. Mais ça, vous le savez pas avant de commencer la partie pour la première fois. Donc c'est... De toute façon, le jeu est pas équilibré, donc il faut pas le prendre comme ça, faut pas le prendre comme un jeu équilibré. Je suis pas là pour me la jouer donneur de leçons, on commence la vidéo, on commence la partie, mais j'en profite de cette petite parenthèse, elle est ouverte, donc j'en profite avant de la refermer. Pour moi, le jeu, vivez-le, faites-vous plaisir, vous vivez une aventure, de toute façon c'est un jeu où on subit beaucoup, donc on vit l'histoire telle qu'elle nous tombe sur le pif, et puis c'est tout, hein, on en profite. Nous en revenons donc aux différents objets et leur répartition. Pour ce qui est de la répartition, on verra un petit peu plus tard. On va déjà voir ce que ça donne. L'extracteur, une arme lourde, 2 de dégâts, de base, la plupart du temps. Pour une action, on peut aussi défausser tous les feux sur notre case et sur les cases adjacentes. Toujours intéressant. Surtout que le feu, on sait que déjà ça brûle. Et puis, et puis c'est récurrent dans les scénarios des demeures de l'épouvante. Puis c'est pas comme si on avait des bougies aussi, hein, on y reviendra après. La hache, pareil, une arme lourde qui peut faire de dégâts. Vous avez le droit de subir 2 horreurs face cachée pour convertir toutes vos loupes en succès lorsque vous attaquez avec cette carte. C'est un moyen peut-être d'assurer un coup. Ça coûte par contre de la santé mentale, et la santé mentale, c'est pas un truc sur lequel on est hyper balèze dans l'équipe. À part Charlie Kane, mais j'imagine mal le Charlie Kane avec sa hache. La patte de lapin en équipement, une fois par tour, on peut relancer un dé. Toujours sympa, une petite fiabilité qui vient se greffer comme ça dans le groupe. La Bible du roi Jacques, une superbe Bible, je vous la conseille. Et pour une action, on peut, alors nous ou un autre investigateur à portée, défausser une horreur qui est face cachée. Intéressant. La bougie, une source de lumière, on a le droit de défausser cette carte pour convertir toutes les loupes en succès lorsqu'on lance un sort. Les bougies, on sent que ça va aller sur le politicien, ça. La tenue de soirée, qui est un équipement qui permet de lancer un dé supplémentaire lorsqu'on résout un test de d'influence. Donc on est déjà tellement influent. Et le flétrissement, qui est un sort. Bon, je pense que bougie flétrissement, on sait déjà où ça va partir. Et donc c'est un sort à portée, donc à distance, avec un dégât de 3 un peu naturel, mais ça veut rien dire, ça pourra faire plus. Donc maintenant, comment on se répartit ça? Alors ça, c'est évident que notre copain politicien, il va prendre la magie. Je vais remettre les fiches perso, c'est peut-être un petit peu mieux, hein. On va remettre les fiches perso. Voilà, donc le politicien, lui, ça sera la magie. Je vous le fais en direct, parce que je vous aime bien. Et puis, l'homme à tout faire, on va la refaire comme ça. Voilà la répartition pour laquelle j'ai opté. La tenue de soirée, c'est évident que ça va chez le millionnaire. C'est lui le roi de la night. Et ça lui fera une influence de 6, bon, pourquoi pas, hein. Allons donc. Il a aussi la patte de lapin, parce que c'est quelqu'un de plutôt vénard. Ça se voit, il a réussi dans la vie. Larson Sinclair, lui, alors déjà il a la Bible du roi Jacques, parce que c'est le plus érudit avec son savoir 4. C'est logique, hein, c'est quelqu'un qui dit du bouquin, c'est même la Bible. Et puis la hache, alors la hache ça peut paraître curieux, il a que 3 en force, c'est pas terrible. Pourquoi il a la hache? Simplement parce que c'est pas Preston qui va salir les mains qu'une hache, c'est logique. Et puis ni le politicien non plus. Le politicien il est déjà occupé à faire de la sorcellerie, et puis Wilson il a déjà quelque chose qui permet de taper fort aussi. Donc voilà, la hache c'est pour Carson, on raconte une histoire, ça me paraît évident. Le politicien, donc on l'a dit, hein, c'est plus la magie, ça paraît très neuf en santé mentale, en réserve max, on y va, on cherche pas à comprendre. Et l'extincteur, c'est pour l'homme à tout faire, voilà, c'est lui qui se tape les vieilles tâches toutes pourries, c'est pour sa pomme. Bien sûr, n'oublions pas que chacun commence avec un indice, et nous allons pouvoir démarrer le jeu. Promis, j'essaierai de faire en sorte que ce soit le moins le bordel possible sur le plateau. Vous savez, hein, quand on revient ici, tout ce qui se passe là-bas en bas à droite, là, c'est le bordel. Hein. On va essayer de rendre la chose un petit peu moins dure à regarder grâce à ces petits tokens. Passons maintenant à l'intrigue, au scénario en question. C'est parti, on s'installe, on prend le popcorn. Il y aura la petite citation de Lovecraft, etc., comme d'habitude. Je pense quelquefois que cette existence moins matérielle est notre vie véritable, et que notre vaine présence sur le globe terraqué est elle-même le phénomène secondaire ou simplement virtuel.
par-delà le mur du sommeil. De... On va pas faire la blague sur l'imprimante. De Howard Philip Lovecraft. C'est parti. Vous n'aviez encore jamais vu Grace Bechman en proie à une telle panique. Elle est habituellement si calme et sereine. Alors que votre voiture fonce sur le chemin de terre, vous vous demandez ce qui a pu l'effrayer au point de vous demander de la rejoindre dans sa maison isolée à la campagne. Alors que vous arrivez en vue du virage qui mène à la propriété, vos phares s'éteignent et quelque chose heurte le flanc de votre véhicule en faisant un bruit écœurant. Vous faites une embardée et la voiture verse dans le fossé. Incapable de redémarrer, vous continuez à pied, en traversant le bois. L'obscurité est de plus en plus pressante, et vous avez le désagréable sentiment que quelque chose vous observe à travers les arbres. Vous sortez du bois devant l'immense maison et actionnez la sonnette. Elle retentit bruyamment dans la nuit calme. Grace vous ouvre la porte presque aussitôt. Vous lui expliquez ce qui s'est passé, et elle ne cache pas son désespoir. Ça c'est marrant. Y a pas... J'attendais les voix du... ce qu'elle dit, mais non. Alors, on va compléter alors. Grace vous ouvre la porte presque aussitôt. Chut, le bruit l'attire. Il faut filer d'ici. Où est votre voiture? Vous lui expliquez ce qui s'est passé, et elle ne cache pas son désespoir. Oh non, qu'allons-nous faire maintenant? Toute ma famille est là et cette créature nous traque. Nous sommes donc traqués. Eh ben, nous allons voir à quoi ressemble... je sais pas si on va savoir tout de suite à quoi ressemble la créature. Je me demande si ça va pas être une grosse larve stellaire ou quelque chose comme ça. Grace vous reçoit dans l'antichambre de la demeure. L'ampoule électrique vacille, projetant des ombres sinistres dans la pièce. Vous franchissez la porte. Un étrange gémissement retentit dans la pièce, et vous entendez des bruits sourds et des grattements dans les murs. Vous vous dévisagez nerveusement. Grace se tourne vers vous, les yeux écarquillés et étincelants dans la pénombre. Je sais que vous avez déjà eu affaire à ce genre de problème. Faites quelque chose pour aider ma famille. Vous avez accès à toute ma propriété si cela peut vous permettre de nous sauver. Je serai ici si vous avez besoin de moi. En haut de l'escalier à droite se trouve une table sur laquelle reposent des photos de la famille de Grace. Une autre table d'appoint se trouve dans un coin, à gauche, en haut de l'escalier. Sur votre gauche, vous entendez un piano par la porte. Il y a qui joue du piano. Il y a toujours une lourde étagère qui pourrait permettre de barricader la porte en cas de besoin, c'est un grand classique. Deux autres portes s'ouvrent dans la demeure. Et c'est à nous. Avant de se lancer vraiment pour de bon dans la mission, juste pour donner une petite indication. Vous voyez, pour l'instant c'est clean, hein. C'est pas menti. En haut à droite c'est plutôt clean. Bon, en haut à droite, pas si en haut que ça d'ailleurs pour certains. Et ce qu'on va faire c'est que, autant les 3 on arrive à les distinguer, ça va encore. Vous voyez, des fois il y a des tokens 3 points de vie. Autant pour les horreurs c'est un petit peu plus dur. Donc quand c'est des horreurs 3, je les ai mis dans un sens plutôt horizontal. Quand c'est des horreurs 1, je les ai mis dans un sens plutôt vertical. Ça sera pour le distinguo. Et pareil, j'ai pas précisé, mais ce scénario, c'est la première fois que je le joue. Donc ce que je joue, je vais le découvrir, vraiment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et pour commencer, on va zoomer. C'est plus propre, on va profiter, on voit un petit peu les... Quand on dézoome, après on voit un peu moins les figurines, mais là c'est un peu plus clean. Donc ce qu'on va faire, c'est comme il y a quelqu'un là qui faut une certaine influence, je trouve que la logique voudrait que Preston lui parle en premier, c'est évident. Donc allons-y. Preston va demander « Mais qu'est-ce qui se passe, ma copine? Pourquoi tu nous as appelés? T'as l'air un petit peu dans le dur. » Première action de Preston. Grace tripote nerveusement son collier vert en vous accueillant. « Je suis désolé de vous avoir fait venir et de vous savoir maintenant coincé avec nous. Nous devons nous en sortir tous ensemble. » Et là, alors soit on dit « Que se passe-t-il ?» soit « Où est votre famille ?» ou « Allez dans une autre pièce. » Allez dans une autre pièce. Hein? Ouais, c'est ce qu'il dirait, ou on laisse tranquille. C'est bizarre, aller dans une autre pièce qui ne fait pas dépenser d'action. On va demander que se passe-t-il, ça me paraît un peu évident.
Première action donc hein, pour Preston. Grace semble sur le point de pleurer, mais elle garde son calme. Tout a commencé par d'étranges événements, ici et là, quand nous sommes rentrés de vacances. Mais ça n'a fait qu'empirer au fil des jours. Les domestiques et ma famille affirment avoir vu un monstre. La plupart des domestiques sont partis, et des membres de ma famille ont été attaqués. On gagne tout de suite un indice. Parfait. C'est une bonne chose. Et Grace vous dévisage avec espoir les choses qui empirent un peu plus à chaque minute qui passe. Les choses empirent un peu plus à chaque minute qui passe. Avez-vous découvert quelque chose? On va demander... En fait, lui va rester pour l'instant. On finit la discussion. Comment puis-je vous aider? Un vieux manuscrit qui m'appartient doit être dans la cave. Pourriez-vous le trouver et me le rapporter? Il pourrait être précieux pour nous débarrasser de la créature. Je vais garder l'œil ouvert. Très bien. Voilà, donc ça... De base, c'était le tour de Preston. Comme d'hab, hein, je vais utiliser mon petit token de lumière pour dire c'est fait. Preston a joué. On va reculer un petit peu. Il nous reste maintenant à aller fouiller. Majordome, va fouiller un peu ces choses là-bas. Hein, il se passe des trucs, il y a des choses. Va fouiller et commence par le coin, tiens. Voilà, tu commences par le coin. Tu vas fouiller ce qu'il y a là-bas. Une table d'appoint, on y va. Donc, action de mouvement, une case, et action de fouille. Ah bah ça tombe bien, le tiroir a fermé à clé, mais vous pensez pouvoir le forcer, et ça demande un test d'observation. C'est parfait, parce que l'observation, c'est quelque chose qui est un peu notre spécialité. Nous avons 5. Je n'ai pas encore sorti les dés. Nous allons avoir besoin des dés. Hop. On dézoome. C'est parti. L'observation, on commence par un 2. Plus de loupe. Est-ce que je crame tout de suite ma loupe? Mon indice, j'ai un indice. Ouais, je pense que je vais le faire. Je vais cramer le seul indice que j'ai. J'ai envie d'assurer. Bon, la plupart du temps, 2 suffisent. Mais on sait jamais. On part sur 3. J'ai envie de faire le scénario proprement. Vaut mieux mourir après avoir dépensé tous ces indices que mourir avec, ça sert à rien. À l'aide d'une épingle, vous crochetez le tiroir. Il semble vide, mais vous remarquez quelque chose au fond. Vous gagnez l'objet commun, bonne chaussure. C'est pas mal, est-ce qu'on gagne un indice avec? On ne gagne pas d'indice avec des bonnes chaussures. Ouais, pas mal. Les bonnes chaussures, c'est un équipement. Lancez un dé supplémentaire lorsque vous résolvez un test d'agilité. Sachant que de base, on a 2 d'agilité. On passe à 3 avec lui. Toujours intéressant. Ça c'est défaussé. Il nous reste une case. Parce que ça c'est pareil, c'est un truc. J'ai complètement zappé sur le scénario précédent. On m'a dit, on me l'a rappelé. Alors pareil, c'est comme pour Gloomhaven, navré, je cite pas les noms. Vous êtes plusieurs à me l'avoir dit d'ailleurs, cette histoire de case. Ça change tout, hein. C'est providentiel, ça change tout. Et c'est pas, j'ai eu beau vérifier dans les règles, c'est pas clairement expliqué, c'est pas dit, c'est assez bizarre. C'est pas dit clairement, c'est pas... on sait pas, mais dans une FAQ à propos du jeu, il précise que, attention, le cas de figure là, si vous avez entamé un mouvement pour une première action, j'ai fait une case, je peux faire 2 cases avec un mouvement, mais j'en ai fait qu'une. Je joue une deuxième action. Ok, je regarde le pion fouille, j'effectue l'action, tout va bien. Si je veux, je peux terminer mon mouvement que j'ai amorcé en première action, après avoir joué la deuxième. Là, il me reste une case, je viens ici, ça fait gagner du temps. Et c'est officiel, là pour le coup c'est pas une règle expérimentale, c'est vraiment comme ça qu'on peut le jouer. Là c'est vachement intéressant quand même. On va mettre une petite pastille pour dire que Carson il a joué. Maintenant, on va certainement... Alors, il y a la musique là-bas. Il se passe un truc, hein, c'est louche. Hein. Alors, le politicien, il dit, attends. L'homme à tout faire... non, il dit l'homme à tout faire, vas-y. Allez, l'homme à tout faire. Tu regardes ce qui se passe. On verra s'il faut parlementer avec ou pas. Quelques notes de piano derrière la porte. Nous explorons. De l'autre côté du couloir, une salle de bal illuminée occupe une bonne partie de l'avant de la maison. La lumière d'un lustre imposant miroite sur le parquet. Très bien.
Une fillette est assise sur le banc d'un grand piano. Elle joue une mélodie lugubre qu'elle lit sur la partition située devant elle. Elle lève les yeux vers vous. Bonjour, je m'appelle Mildred. Qui êtes-vous? Ok. Il s'agit de Mildred, la fille de Grace, et il est marqué placer un pion individu. Donc ça donne plus d'indices sur l'histoire de la stipulation individu, pour le politicien notamment. Donc ça c'est un individu. Donc je pense pas qu'un monstre soit vraiment classé comme individu. Alors c'est pas tout bien sûr, hein. Sous les imposantes fenêtres se trouve une grande table couverte d'une nappe rouge et d'une splendide composition florale. Ok, pourquoi pas. Et à l'autre bout de la salle de bal, une porte s'ouvre sur une autre pièce. On a le droit de faire une case gratis, on va pas s'en priver. Je partirais quand même sur le principe que la petite fille est plus flippante que tous les monstres qu'on va rencontrer pendant le donjon. Donc la case gratos, bien sûr, on la prend. Ça, c'était sa première action. Sa deuxième, il pourrait fouiller, mais là c'est con parce que j'ai j'ai 2 cases à faire, j'ai rien d'autre à faire. Je pense que je vais peut-être anticiper et aller là pour ouvrir le tour d'après. Je pense qu'il va laisser le politicien aller fouiller. Le politicien, lui, il a pas envie de se salir les paluches. Donc là, c'est très bien comme ça. Comme à tout faire, il a tout fait. Ou presque. Et on passe au monsieur. Et lui va parlementer avec la avec la petite fille. Un vieux politicien véreux avec une petite fille. Ça se fait ça tous les jours. C'est sa deuxième action, il pourra rien faire d'autre. La fillette s'assoit et se met à jouer lentement, les yeux rivés sur sa partition. On dirait qu'elle a pleuré. Comme vous vous approchez, elle se détourne timidement. Alors on peut lui dire d'aller dans une autre pièce. C'est vraiment bizarre cette histoire de dire d'aller dans une autre pièce. Il doit y avoir une mécanique dans le scénar. Genre il y a un monstre qui arrive, vite, sauve-toi ou un truc comme ça. On va lui demander ce qui se passe, hein, bien sûr. Ah, un test d'influence. Elle refuse obstinément de vous regarder. Tout va bien. Tentez de lui remonter le moral pour qu'elle vous dise ce qui ne va pas. J'aurais espéré que ce soit Preston qui fasse le premier test d'influence avec son bonus plus 1 tenue de soirée. Il aurait fait un test à 6, mais... Ça fait quand même un test à 5D avec le politicien. C'est parti. Oh, joli. Ça, on va même pas... Ah si, on peut le faire en plus avec son pouvoir. Il y a un individu à porter, donc on peut le faire. On va carrément passer à 4, on peut, hein, c'est 1 par test. Une seule fois par test, non, si c'est balèze. Là on est carrément sur du 4. C'est fort. Pour l'instant on a des bons jets de dés. La 4 elle va dire un truc quand même. Mildred essuie ses larmes et déballe ce qu'elle a sur le cœur. Nounou Edna m'a fait un joli collier. Et après je lui ai demandé d'en faire un pour maman et papa et papy et pour elle aussi. Et puis ma belle en a voulu un aussi. Mais maman a dit que c'était pas possible, car elle est imaginaire. Alors ma belle elle est devenue furieuse et elle m'a pris mon collier. Oh là là, ça sent le truc, elle est imaginaire mais pas trop, un truc à la con comme ça. En indice, ça fait 2 pour lui. Elle fait une pause pour reprendre son souffle, puis vous lance un regard plein d'espoir. Pourriez demander à ma belle de me rendre mon collier? Elle se cache dans ma chambre au bout du couloir d'en haut. Ouais, ok. Je suis pas tellement pressé à l'idée de rencontrer ma belle. Mais bon. Bon, c'est joué. C'est joué. Donc je sais pas pourquoi je reviens là-dessus d'ailleurs. C'est joué, donc on va y aller. Ils ont tous joué. Est-ce que c'est comme d'habitude la première phase de mythe est sympathique? L'air prend une couleur innommable. Pas d'effet immédiat. Voilà. C'est la salade de queue du Buffalo Grill. Le premier... Ah, peut-être pas. Dans l'antichambre, les murs tremblent et le lustre suspendu au-dessus de l'escalier se balance dangereusement. Vous entendez un grognement sourd qui résonne dans la pièce. Les personnes situées dans l'antichambre sont peut-être en danger. Pas d'effet immédiat. Bon, ok. Eh ben on va dégager de là. Hein. Donc je comprends mieux pourquoi il y a restez pas là ou un truc du genre. Je pense qu'il vaut mieux se barrer. Très clairement. Donc, manière assez logique... On va dire... J'active mes tokens pour pas faire de bêtises. On va commencer par le Preston qui va dire reste pas là, ma copine. Ça sent un petit peu le sapin, cette histoire. Donc, allez dans une autre pièce.
Où dois-je aller? Salle de bal? Dans le grenier? Ne tenez pas compte de ce que... Ouais, ça c'est si j'annule mon action. On va dire salle de bal, c'est la seule qui est ouverte pour l'instant. À moins que... Le grenier, logiquement, c'est la pièce au-dessus. Hein. C'est juste qu'elle n'est pas encore ouverte. Après, enfin, voilà. Là, il y a déjà un premier choix à faire. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû commencer par elle. Attends, ne tenez pas compte de ce que j'ai dit. On va peut-être pas commencer par elle, alors. C'est vrai. Parce que si j'explore pas un minimum... C'est dans ces jeux-là. Si on reste à 4 dans le même groupe... Après, elle a dit rester ensemble. Elle a dit rester ensemble. Est-ce qu'on la prend au mot? Ou est-ce qu'on fait 2 groupes de 2 pour explorer au maximum? Parce qu'on sait que si on n'explore rien, on n'avance jamais dans le jeu. Je vais prendre le risque quand même de faire une petite division et voir ce que ça donne. Donc en gros, Preston va rester avec son majordome. On va commencer... J'hésite quand même à explorer, parce qu'il y a ça aussi à regarder. On va regarder ça avant, et après on va se faire la malle par là. Si on peut pas rentrer, on fera 2 cases là, et on verra. Et puis il faut aller voir ma belle. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller la voir. Plusieurs photos récemment encadrées figurent en bonne place dans l'antichambre. Allons, fouillons un petit peu, on est fort en observation. Vous ramassez une photo de la famille Beckman au grand complet qui pose en vacances sur la plage d'une île tropicale. Mildred, la fille, est couverte de sable et brandit fièrement un morceau de pierre taillée qu'elle a trouvé sur la plage. Gagné un indice. Tant bien, j'en avais perdu un avec lui, j'en avais utilisé un, donc il revient à un indice. Et c'est tout. On retire le pion. Bon, on se doutait que c'était un petit indice comme ça. Voilà, donc lui, il vient ici et il va essayer de se sauver. On compte sur la case gratos. Rien n'est indiqué sur la porte, mais vous pensez qu'elle s'ouvre sur l'étage de la demeure. Explorer. Effectivement, vous découvrez un petit couloir qui traverse l'étage de la demeure, la reliant à l'antichambre. Le reliant à l'antichambre. Placé en coquet. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses là-bas? Un grognement lugubre retentit dans le couloir. Une ombre noire, qui semble être le fruit d'un jeu de lumière, évolue le long des murs, mais alors qu'elle s'éloigne, vous entendez une table qui heurte le sol. Puis l'ombre s'évanouit et le silence retombe dans le couloir. En haut de l'escalier, un secrétaire fermé à clé est adossé au mur. Ok. Le couloir comporte plusieurs portes qui s'ouvrent sur d'autres pièces. Il y a des meubles qui permettent de barricader là-bas. On a le droit de faire une case. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire la case? Oui, parce qu'il y a un danger imminent. Mais alors, ça donne pas tellement envie. Hein. Je vous avoue que c'est guère engageant cette histoire. On prend la case gratuite, même si on le sent pas trop, cette histoire de case gratuite. Et Carson Sinclair a joué. Il a fait une fouille, il a ouvert, il a fait sa case gratuite avec la deuxième action. On est bon. Alors, on va clairement lui indiquer de partir... Je sais pas trop si aller vers le grenier, en fait, on sait même pas vraiment où c'est le grenier, c'est quelque part par là, on sait pas trop. Mais je sais pas, quitte à faire 2 groupes, autant ne pas lui dire d'aller dans la salle de bal et dire de... À moins que le grenier, ça soit par là, mais je pense pas. Hein. Non, le bruit d'argenterie, ça va être la cuisine, c'est toujours la cuisine à droite d'ici. Mais c'est vrai, il doit y avoir quelqu'un. En fait, ça doit être un autre membre de la famille qui doit être à droite à tous les coups. C'est peut-être le coup d'aller fouiller par là quand même avec notre copain. En attendant, première action, déjà, c'est lui dire, écoute, ma belle, ne reste pas là, ça craint. Voilà, donc aller dans une autre pièce, et puis aller dans le grenier. L'escalier grince comme Grace monte l'escalier. La demeure menant au grenier et disparaît de votre champ de vision. D'accord. Est-ce que c'était une bonne idée? Je suis pas sûr. À mettre de côté, je pense qu'on va s'en servir à un moment donné. Ça, c'était la première action. Et la deuxième, soit finalement, je vais même faire un deuxième groupe de 1. Soit... je pense qu'il faut sauver les membres de la famille, je pense que c'est intéressant d'aller là-bas. C'est un petit peu YOLO, hein, c'est chaud, mais on va le tenter quand même, on va essayer d'ouvrir la porte, on va voir ce que ça donne. Voilà, la cuisine, la fameuse. La salle à manger de la demeure est une longue pièce
pourvu d'une table en chêne massif entourée de chaises. Une porte battant donne sur la cuisine. À l'autre extrémité de la table se trouve un buffet qui attire votre attention. Il y a une lampe à pétrole. J'aime bien, c'est qu'ils à l'autre extrémité de la table, mais ils le mettent de ce côté-là. C'est quand même assez rigolo. La lampe à pétrole, on va la chercher tout de suite. C'est fou ce que ça marche bien quand on a classé par ordre alphabétique les cartes. C'est tout de suite beaucoup plus efficace. Par chance, je sais lire en plus et je connais mon alphabet, donc c'est bien. La lampe à pétrole, c'est une source de lumière et ça donne le droit sur la défausse de convertir les loupes en étoiles, en site des anciens, lorsqu'on attaque à main nue. Là, je la poserai une fois que j'aurai posé la tuile. On va continuer à regarder ce que nous indique le jeu. Dans la cuisine, vous entendez des bruits d'ustensiles ménagers. En tournant la tête, vous distinguez deux hommes qui fourrent précipitamment des objets dans un sac. Il y a un pion individu à placer. Curieux ça. Et la porte située au fond de la salle à manger permet d'explorer davantage de pièces du rez-de-chaussée de la propriété. On a le droit d'entrer d'une case. Prenons la case gratuite, et ça fait déjà sa deuxième action. Il se retrouve tout seul en bas côté cuisine. C'est rare qu'il n'y ait pas une pièce avec un point d'interrogation à fouiller ou quelque chose du genre. C'est quand même assez rare que ça se fasse. Maintenant, on va jouer le côté salle de bal. Donc là, je serais bien tenté de continuer à parler à la petite gamine. Alors maintenant, il y a un autre pion à fouiller et il y a lui qui va ouvrir la porte. On va quand même commencer, on va continuer l'exploration. Donc c'est Wilson Richards qui va aller voir ce qui se passe à côté. Une plaque en laiton indique bibliothèque. Une plaque en laiton indiquant bibliothèque est fixée à la porte. Nous explorons. Comme vos yeux s'ajustent à la pénombre de la petite pièce, vous voyez que les murs sont bordés d'étagères pleines de livres. C'est rare quand même pour une bibliothèque. On dirait que quelqu'un a lu dans le coin opposé de la pièce. Il n'a pas bien longtemps et a laissé quelques livres ouverts par terre. Plusieurs livres sont posés sur le bureau et près d'un objet qui pourrait vous être utile. On peut placer un nerf de bœuf comme indiqué. Un coin du tapis était soulevé, révélant une trappe dans le sol. On a le droit de faire une case. Là aussi, on va pas se priver. Alors, ouf, il y a une porte, mais apparemment elle s'ouvre pas, il n'y a rien dessus. Ou alors c'est la trappe qui fait ouvrir ça. Ça m'arrange parce que d'un point de vue table, je vais avoir du mal s'il faut partir à gauche. Toujours penser au côté pratique. Donc la case gratuite, on la prend, bien entendu. C'était sa première action. Ah, est-ce que je fais un coup de trappe direct ou est-ce que... Eh boss! Boss! Il y a une trappe là, qu'est-ce que je fais de cette trappe? Bah tu regardes. Tant que c'est pas moi qui l'ouvre. Tu t'en charges, tu regardes. Ok, boss. On va soulever ça, voir ce qui se passe. Vous soulevez la trappe et découvrez un passage obscur qui s'enfonce dans le sol. Vous vous y glissez, le suivez sur une courte distance, puis grimpez une échelle menant à une autre pièce de la demeure. Oh, défausser espion. Ah oui, non mais c'est un passage secret. Je pensais qu'on allait défausser le passage aussi. Votre regard se promène sur une salle de bonne taille qui domine le premier étage. On y trouve profusion de meubles en cuir visiblement très confortables et de lampes pour lire. Très bien. Un vieil homme assis parmi des piles de livres sursaute en vous voyant. « Juste ciel, vous m'avez fait peur !» Il glisse négligemment un collier vert sous sa chemise et retrouve son sang-froid. Un collier vert sous sa chemise et retrouve son sang-froid. C'est quoi cette histoire-là? Ok. Quel beau-père de Grace, Richard, qui est là. Très bien. Dans le coin du grand salon, une petite porte s'ouvre sur une pièce annexe. Et vous vous glissez dans la pièce en prenant soin de refermer la trappe derrière vous. Quel passage secret à placer ici. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à placer. Donc on va prendre la case gratos. Hop, on se retrouve ici. Et puis je vais mettre là pour qu'on voit un petit peu mieux, c'est plus lumineux. Voilà, on voit que le bonhomme est ici. Et ça fait sa deuxième action à notre copain. Qu'il a ouvert la porte, puis il a ouvert la trappe. Ce qui est marrant, c'est que quand on regarde le soft, en fait, j'ai viré le... Non. J'aurais pas dû. Mais il n'y a plus
voyez, il n'y a plus le... Il n'y a plus ça ici. Il n'y a plus l'exploration. Donc on sait que ça amène directement là, donc c'est-à-dire que je pourrais potentiellement aller faire un tour là avec notre copain majordome. Il nous reste Charlie Kane. Alors Charlie Kane, je vais voir, je pense que logiquement, on peut lui dire bouge ou bouge pas. On peut lui demander d'aller dans une autre pièce. Alors je me demande franchement si ça vaut pas le coup d'anticiper. Je me dis si elle était assez rapide à trouver, c'est que le scénar va nous dire très vite, bah tiens, le bruit se déplace, il va venir dans cette pièce-là. Si je commence déjà, par exemple, à aller faire un tour ici pour aller fouiller, le tour d'après, si je reviens ici pour lui dire de bouger, je vais l'avoir dans l'os. Alors que si je dis d'abord, tiens, bouge, puis ensuite je bouge ici, le prochain tour, je pourrais fouiller et me sauver. Donc j'anticiperai bien la chose en lui disant bouge. Voyez, on va faire ça. On va aller dans une autre pièce. Alors l'antichambre, peut-être pas. Le grand salon, je sais pas où c'est. Ah si, c'est ce qu'on vient de découvrir. Allez, rendez-vous dans le grand salon, on va anticiper. On va les mettre ensemble. Mildred grimpe l'escalier menant à l'étage. Voilà, déplace comme indiqué. Pas de problème, Mildred. Non, tu vas t'installer là avec ton papy. Alors ça tombe, je dois leur dire à tous les deux de partir au prochain tour. C'est là que ça va se passer. Il semble avoir une grosse bestiole ou un truc comme ça qui s'amuse à aller à l'étage. Donc, ouais, je le sens moyen. Non, quoi que c'est l'étage, ça. Hein. Le grand salon, il est à l'étage. Je crois qu'ils avaient dit ça. C'était le premier mouvement. Le deuxième, on va aller regarder ce qui se passe sur ce point-là. Ça me paraît un peu curieux. Nous avons joué le tour. Que la fête commence. Que la fête du mythe commence. La lumière vacille. Pendant quelques instants, les murs sont couverts d'ombres qui ne sauraient être celles de créatures originaires de la Terre. Pas d'effet immédiat. Mais c'est pas tout. Les ombres dans l'antichambre prennent vie. Les tentacules de ténèbres frétillants jaillissent de tous les coins et se fondent pour former une bête qui domine la pièce. Chaque investigateur dans l'antichambre subit 2 horreurs, mais il n'y a personne dans l'antichambre. Ouais. On doit combattre la créature, mais il n'y a pas d'investigateur parce qu'on a quand même senti l'arnaque venir. Hein. C'était un peu gentil. Le monstre parcourt la pièce vide, pousse un hurlement de colère qui ébranle les murs de la demeure, puis regagne les ombres pour reprendre sa traque. Chaque investigateur subit une horreur face cachée. Ah ouais, comme ça, c'est cadeau. On peut même pas se défendre. Bon, ah, on perd une horreur. On subit une horreur. Et hop. Pas cool ça, hein. C'est not cool, bro. Not cool du tout. Cette créature semble traquer les Beckman. Vous allez devoir les protéger le temps de trouver le moyen de la débusquer. La créature semble réagir au bruit dans la demeure. Vous pourriez sans doute l'attirer dans des pièces précises en y faisant du vacarme. Dans la salle de bal, là où je suis plus. Enfin, si j'y suis, mais pas dans cette case-là. Il y a un grand piano qui pourrait permettre d'y attirer le monstre, à placer un pion interaction comme indiqué. Pas con. Dans le grand salon, sur une table d'appoint située dans un coin, la clochette habituellement utilisée pour appeler le domestique pourrait probablement servir à attirer le monstre. D'accord, pas con aussi. Et un gémissement surnaturel émane des murs de la demeure. Comme pour répondre à l'appel de son maître, une épouvantable créature se glisse par un passage caché dans le grand salon. Ok, donc on a une horreur chasseresse ici, qui s'éclate. Mildred pousse un petit cri et court vers l'antichambre. D'accord. J'imagine que l'autre va se sauver aussi, bah oui, bien sûr. Richard sursaute, court vers la cave aussi vite que ses jambes le lui permettent et disparaît de votre champ de vision. On le retire du plateau. D'accord. Alors attends, là, j'ai trop cliqué et j'ai rien installé. Ça va pas. Mildred, elle est là. Voilà, si on dit pas de bêtises. Mildred est ici. Lui, il s'est fait la malle. On a une horreur chasseresse. Il doit être quelque part... Il était là. Attends. Il est apparu ici. Elle pop là, tranquillement. Donc on va mettre une horreur chasseresse ici.
Et puis, il restait un truc, oui, les petits pions interaction, là. Là, c'est pareil, il y a le piano. Et puis, il y avait la clochette des serviteurs. Donc là, nous sommes bons. Le roi chasserait se dépêche jusqu'à 3 cases pour se mettre à portée du plus grand nombre d'investigateurs possible. Puis l'attaque, chaque investigateur à portée, en fait, faire 1, 2, 3, 1, ça sera toujours 1. Allez, tu vas te faire l'homme à tout faire. Pour ça. Plutôt l'homme à tout faire qui va se le faire. Bon. Le monstre attaque. Monstre attaque. La créature vous fouette de ses membres de plus en plus vite. Faut faire un test de force. Avec une difficulté de 2. On a force 5. Mais on fait un seul succès. On va cramer l'indice pour y aller. On a sur dur. On a un indice. On le crame. On a sur dur. Attends, je viens de le faire. Oui, je viens de le transformer, je crois, hein, c'est ça. Il me semble. J'ai un bug là. Je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Ah, c'est bon. Ah, j'ai pas envie d'être étourdi, j'ai pas envie de rien du tout, c'est bon. On gère le truc. Par contre, on a un test d'horreur à faire et ça va le rendre concentré d'ailleurs. On va résoudre un test d'horreur. Ok, que Wilson Richards ont fait un test d'horreur. La créature pousse un curieux sifflement qui perce le vacarme provoqué par ses battements d'ailes et fouettements de queue. Nous avons un test de volonté à faire. Il en faut 2, sauf qu'on a que 3D. Un peu plus délicat. Ouais, un peu plus délicat. Bon, on rate. Hein. On rate lamentablement. Donc en cas de succès, c'est pas le cas. En cas d'échec, vous êtes assourdi quelques instants et dans ce silence, vous entendez des hurlements lointains. Subissez 2 horreurs et devenez sonner. Ça, c'est pas bon, si vous voulez mon avis. 2 horreurs, donc on est déjà plus qu'à 3. On devient sonner. Bon, sonner, je crois que c'était pas si grave que ça. Sonner, c'était un truc du genre... On peut plus dépenser d'indices, mais comme il a déjà pas d'indices, c'est pas très grave. On va mettre un sonnet ici. Pour ce tour. Et... Ouais, je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. Alors, ce qui est quand même rigolo, c'est que je suis sonné. Mais je deviens concentré. Parce que j'ai résolu un test d'horreur. Allez, un petit peu con. Je vais remettre mes tokens. On a fini la phase de bit. Très clairement, là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire du bruit. On doit faire du bruit maintenant. Et nous allons terminer ce premier épisode là-dessus. Je vous donne rendez-vous dès demain pour ceux qui ont regardé la vidéo le jour où elle est sortie, ou tout de suite pour ceux qui arrivent un petit peu plus tard et qui voudraient enchaîner pour la suite de l'aventure. En attendant, méfiez-vous, il y a des bestioles qui traînent dans le coin. Allez, salut, bisous.